Donc, Claire, vous êtes doctorante en géographie et vous enseignez également à l'université. Vous rédigez une thèse prenant pour objet des biographies d'animaux de rente qui sont rescapés de l'exploitation et qui sont accueillis dans des sanctuaires. Votre recherche s'inscrit dans les Critical Animal Geographies, donc c'est les études géographiques critiques. Et vous avez également étudié les rapports de pouvoir coloniaux et de genre, et notamment leur spatialisation. Donc, je vous laisse prendre la parole et je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup du coup à l'équipe du laboratoire RA de l'invitation et de l'organisation de ce colloque. Vous avez dit ce matin que sans les invités, on ne pourrait pas le faire, mais en fait, sans vous, on ne pourrait pas le faire non plus. J'ai mis les photos qui sont là, c'est pour dire que j'ai du coup un lien que en gros l'acronyme du laboratoire me plaît tout particulièrement. Et peut-être à titre indicatif, ça n'a pas valeur de statistique, mais j'ai réfléchi hier que c'est la première fois que je parle de ma thèse à l'université en France, que tous les autres colloques, j'en ai pas fait 10 000, mais ils ont eu lieu aux États-Unis. À mon avis, c'est parlant. Et dans le contexte francophone, c'était en Suisse, mais dans des milieux associatifs, donc c'est quand même différent. Pour ma part, mon intervention, elle pioche dans mon premier chapitre de thèse, surtout en fait dans le récit que je fais de ma trajectoire de chercheuse en sciences sociales. Elle ouvre le chapitre et en fait, à la suite de ce récit, je discute d'enjeux plus généraux comme le refus de l'injonction à la neutralité scientifique, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce sujet d'étude. Je reviens sur mes positions sociales et le lien avec ma capacité à revendiquer une autorité, une crédibilité et comment elle est accordée ou non par les institutions, et aussi le poids des émotions dans le travail de thèse. Et au début, quand j'avais pensé le titre, justement, je pensais aborder ça un peu de manière générale. Et finalement, je me suis dit que ce serait trop long, en tout cas que ça valait plus le coup d'en choisir une. Et j'ai choisi les émotions. Vu ce qu'on a évoqué hier, je me suis dit que j'avais bien fait. Et c'est aussi, je l'ai choisi parce que c'est aussi ce qui me tient encore le plus à cœur maintenant comme thématique. Ah, là, ça ne marche plus. Mais du coup, je vais faire comme ça. Au début, je vais juste poser 2-3 éléments de contexte en fait, sur ma thèse. Je vais revenir après sur la démarche quand je parle de mon récit, le récit de ma trajectoire de chercheuse, revenir un peu sur le style d'écriture et la démarche. La troisième partie, ce sera d'abord une lecture d'une partie de ce récit et ensuite une analyse de ce récit. Une forme de montée en généralité en fait qui s'applique aux chercheuses qui mènent des recherches, qui les exposent directement ou non à des violences spécistes ou non, dans mon cas spécistes. Et une conclusion sur le fait que les émotions sont politiques. Donc, pour ce qui est de ma thèse, je vais vraiment passer rapidement, on pourra revenir dessus pendant la table ronde. En gros, j'ai commencé fin 2014, j'avais un sujet sur la géographie des sexualités, mais en fait, peu avant l'entrée en thèse, c'est là que j'ai rencontré l'antispécisme et que du coup, ça a pris un poids plus important dans ma vie, ce qui fait qu'un semestre après le début de ma thèse, j'ai changé de sujet. Et je me suis dit, géographie, antispécisme, ok, voilà. En fait, j'ai découvert par hasard l'existence des sanctuaires pour les animaux dits de rente. Et je suis vraiment rentrée par cet objet. Et en fait, à force de faire, lors de mes terrains dans des sanctuaires, j'avais un peu du mal à saisir parfois des choses qui est que la vie et la mort de ces individus, même s'ils sont sortis des rapports d'élevage, ils restent contrôlés par la société qui reste de manière dominante spéciste. En fait, parfois, ce que je dis, c'est que j'avais l'impression d'expérimenter 2 types de réalités. Dans l'une d'elles, Neneuil, qu'on voit ici sur la photo, c'était une amie poule, et puis dans l'autre, c'était toujours une volaille dont le meurtre était légal. Donc, je dis que c'est un peu comme le chat de Schrödinger, elle était à la fois vivante et à la fois morte, et moi, je ne savais pas trop quoi faire de ça. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à élargir mon sujet de thèse en proposant en plus une analyse globale des trajectoires de vie des individus qui ont survécu
Donc la trajectoire, pardon, j'essaie de faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Les trajectoires de vie des individus qui ont survécu au rapport d'élevage. Et en fait, du coup, ça semblait plus paradoxal si j'intégrais les sanctuaires dans le cadre spéciste dominant. Et du coup, j'ai une approche matérialiste grâce au fait que merci. J'ai entendu Axel parler de cette approche lors de la JMFS en 2018 et ça a vraiment nourri mon cadre théorique. Et je ne vais pas revenir sur les quatre prémices parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué hier et donc j'ai plutôt passé au fait que effectivement c'était pas ma porte d'entrée. La littérature que j'ai trouvée d'abord, c'était plutôt ce qu'on appelle la nouvelle géographie animale. En gros, c'est l'approche culturelle dans les sciences sociales. À un moment, avec l'approche culturelle, les animaux non humains sont rentrés dans les sciences sociales, que ce soit la géographie, la sociologie, etc. Et c'est encore une littérature qui est peu politisée, ce qui fait que pour moi, ce n'était pas satisfaisant et que je me suis tournée vers les Critical Animal Studies, plus particulièrement les Critical Animal Geographies. Et suite à ça, en fait, en entendant Axel parler du féminisme matérialiste, effectivement, ça m'a semblé très pertinent de croiser les deux. Et en fait, du coup, je suis vraiment, c'est pour ça que j'ai mis cet entrecroisement, c'est qu'à la fois toute la littérature, plus cas d'études, vraiment les études sur des sujets d'études précises, ça va plutôt être les CAS et les CAG. Et l'apport théorique qui me parle plus, ça va vraiment être les concepts qui viennent du féminisme matérialiste, sachant que l'antispécisme matérialiste semble vraiment être un renouveau, à la fois une expression et un renouveau théorique du féminisme matérialiste. Donc, pourquoi, en fait, du coup, dans ce qui ouvre ma thèse, le premier chapitre, c'est, je sais pas, une dizaine de pages où je raconte mon parcours de chercheuse. Et en fait, si j'ai voulu adopter ce style qui est plus narratif, c'est notamment parce que du coup, dans un des chapitres de ma thèse, j'écris 4 biographies d'individus que j'ai rencontrés dans les sanctuaires. Et quand j'ai commencé à écrire le premier chapitre, je venais de faire une conférence où je revenais beaucoup sur mon parcours. Et du coup, en fait, les deux ensemble m'ont fait penser que je pouvais justement utiliser aussi ce style narratif appliqué à mon propre parcours. Et en fait, j'ai identifié en amont ce que je voulais un peu traiter ce dont je voulais traiter dans le chapitre, à savoir justement la question de neutralité, engagement, pourquoi, enfin les raisons du sujet d'étude, le statut de chercheuse, comment ça se construit, la place des émotions. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est ces thématiques-là que tu veux traiter, quelles expériences tu y rapportes, que tu as vécues, identifier un peu des événements clés, un peu comme dans le parcours de vie, où il y a des étapes, etc. J'ai aussi eu à cœur que ce soit des événements qui soient autant personnels que professionnels, enfin, justement, de mêler ces espaces les espaces de la recherche, les espaces intimes, que en fait, ça se croisait. Et bon, j'ai dû dire, bon, il y a un début, il y a une fin, qu'est-ce que tu choisis comme début, qu'est-ce que tu choisis comme fin? Comme dans le cas des biographies, où par exemple pour Nonoï, qui est qui était une poule, je me suis dit, est-ce que je parle du moment où elle est dans son œuf, ou du moment où elle sort de l'œuf, etc. Et pour ma part, au début, j'ai voulu remonter à l'entrée à l'université, puis après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment là que ça a commencé ou plus tôt? Et du coup, je suis remontée plutôt en Suisse. On est orienté en 3 voies selon notre niveau scolaire entre la 6e et la 3e. Et je me suis dit, en fait, c'est déjà là que ça a commencé. Bon, après, c'est le lien avec Bourdieu, le capital social, culturel. Et je trouvais ça important de l'évoquer, en fait, que c'était déjà là que se traçait une partie de la trajectoire. Et ça se termine sur un des événements qui était marquant selon moi, enfin un des derniers moments clés qui était l'inclusion de l'espace thérapeutique dans le processus de recherche. Après, le temps continue, ça je l'ai déjà écrit il y a peut-être 1 an, je pourrais rajouter des choses vu que c'est toujours mouvant. J'ai eu du mal à qualifier le style, sachant que c'était plus la démarche qui m'intéressait. Et en fait, là, dans les 3 flèches, il devrait y avoir l'autobiographie, qui est ce que j'ai pensé faire sur le moment où je le faisais. Puis après, j'ai rencontré l'auto-ethnographie, qui est plus, qui part de l'émotionnel, de l'intime, pour
élargir sur le culturel. Je me suis dit, en fait, c'est plutôt ça que j'ai fait. Mais ça m'a un peu... Puis c'était dans une optique de légitimité, de dire, bon, pour les gens qui vont lire ma thèse, il faut que je montre qu'en fait, ce que j'ai fait, c'était une démarche qui a déjà été pensée, etc. Mais comme j'ai vraiment découvert ça après, je me suis dit que c'était un peu factice de dire que c'est ça que j'avais fait, alors qu'en fait, je ne le connaissais même pas au moment où je l'ai fait. Et j'ai découvert, je ne sais plus trop comment, une citation de l'article d'une chercheuse qui analyse les carnets de thèse qui sont disponibles sur la plateforme Hypothèse. Et j'ai trouvé que la définition qu'elle en donnait correspondait bien à ce que j'avais voulu faire. Donc, un carnet de thèse qui sont les espaces potentiels d'une recherche située, en mouvement, en interrogation, sur le terrain, vivant, en évolution, incarné. Ils permettent de saisir la présence du rapport des doctoranteux à leur sujet, à leur terrain, à leur objet, rencontre, non, ça me paraît bizarre, oui. Rencontre à leur lecture. Ils contribuent, à mon sens, à l'émergence de différentes formes de réflexivité. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a parlé, parce que là, pour moi, il y a plus la question de l'intention, plus que de la recherche d'une méthode ou d'un style en particulier. Et le carnet aussi, j'ai trouvé que c'était pertinent parce que c'est quelque chose normalement qu'on garde à côté de soi lors des terrains, mais qui ne fait pas partie vraiment du processus final, qui est peu mis de côté, et puis où il y a de l'ordinaire, de l'infraordinaire. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que je voulais voir au centre du récit, et c'est pour ça que je trouvais que le carnet, c'était une bonne manière de le qualifier. Oui, ça, j'ai oublié de montrer le slide. C'est quand je parlais des biographies, ça, c'est les 4 individus en question. Donc, Bluebell, Baltimore Bloom, Rosette et Noneuil, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Du coup, là, je vais lire une partie de ce récit. Donc, c'est la fin, en fait. C'est les derniers tiers du récit qui est vraiment consacré... Enfin, ce dernier tiers, il est vraiment lié aux émotions. J'ai fait des coupes pour essayer de rester dans les temps. Et aussi, je précise qu'à part si c'est lié à une personne en particulier, auquel cas je l'accorde avec ses pronoms, sinon, parfois, je mets le masculin, parfois, je mets le féminin. Voilà. C'est possible que les émotions reviennent. Elles sont déjà là. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai aussi mis... Parfois, je sais qu'on aime bien avoir le texte sous les yeux, donc voilà. Si je ne sais plus quelle est la première personne dont j'ai appris le décès, je me souviens en revanche très bien de la première fois où l'annonce de la mort d'un individu m'a profondément marquée. J'étais assise à mon bureau à Genève quand j'ai reçu un mail d'Anne avec qui j'échangeais de temps en temps. J'ai lu « Pour les animaux qui nous ont quittés, il y a eu la teigne, gargouille un matin, Jessie et des moutons. » Gargouille. À la lecture de son prénom, écrit sans majuscule et figurant parmi une liste d'autres disparus, j'ai éclaté en sanglots. Il était difficile d'accepter que je ne le reverrais jamais et je regrettais ne pas lui avoir mieux dit au revoir. Quelques mois plus tard, j'ai eu la même sensation de mon cœur tombant dans mon estomac lorsque j'ai appris, par hasard, je suis désolée, c'est pas très agréable d'écouter, le décès de Sassy. Au fur et à mesure que les mois s'écoulent, les décès s'accumulent. J'essaye alors de m'habituer au fait d'apprendre la mort d'un individu auquel je tiens et de faire en sorte que cela n'empiète pas trop sur ma capacité à travailler. Je constate quelques mois plus tard que je ne semble pas y arriver. Dans le cadre d'un colloque sur les sanctuaires aux États-Unis, je participe à une discussion dédiée au deuil. Je me souviens notamment du témoignage d'une soigneuse disant avoir besoin de passer une journée par mois à faire des montagnes russes pour pouvoir faire aux décès successifs. Je ne me suis personnellement pas exprimée, mais les propos d'une autre participante ont ouvert des vannes. Voilà, elles sont bien ouvertes, que je m'efforçais de garder fermées depuis longtemps. Celle-ci a évoqué la difficulté de se sentir légitimement endeuillée sans pour autant occulter les émotions des proches de la défunte. Elle a aussi expliqué ne pas toujours savoir quoi dire ni quoi faire pour leur témoigner son soutien et avoir du mal à laisser la place à ses propres émotions. L'écouter articuler une tension qui m'était si familière m'a permis de ressentir pleinement les deuils que je n'avais pas su faire jusqu'alors.
ne m'en sentant pas légitime en mes qualités de chercheuse, de bénévole et d'humaine. À mon retour des États-Unis, j'ai commencé à travailler sur les biographies de Nonoy, de Rosette, de Bluebell et de Baltimore Bloom. Leur écriture m'a de plus en plus indirectement confrontée à l'exercice de violence contre les animaux dits de rente. Textes de loi concernant leur élevage et leur abattage, articles et ouvrages scientifiques décrivant différentes situations d'exploitation animale, images et descriptifs de matériel agricole. J'ai aussi regardé beaucoup de vidéos et de photographies issues d'enquêtes réalisées dans des couvoirs, dans des élevages de poules dites pondeuses, de truies, de porcelets et de canards détenus pour leur foie. J'ai essayé de regarder ces images de façon la plus détachée possible, m'attachant aux détails, comme le matériau des cages, l'intensité lumineuse ou l'ambiance sonore. J'ai parfois réussi à ne rien ressentir en les visionnant, surtout si c'était les dernières d'une longue série. La plupart du temps, elles me faisaient surtout pleurer et j'avais l'impression de m'étendre, de ne plus vraiment occuper mon corps. Je voulais disparaître. Les jours où je ne pleurais pas au travail sont devenus l'exception, confirmant la règle, et chaque conférence, désolée, comportait son lot de larmes. Petit à petit, il est devenu très difficile de sortir de mon lit et de ressentir la moindre émotion. En laisser sortir une, même la plus inoffensive d'entre elles, c'était prendre le risque que toutes les autres s'échappent. Ce sentiment de vide était parfois entrecoupé d'épisodes de colère intense contre les personnes profitant de façon désinvolte de l'exploitation animale. J'en venais à vouloir qu'elles subissent les mêmes souffrances que celles endurées par les victimes. Des images de vidéos d'enquête surgissaient de temps en temps dans mon quotidien. Un porcelet essayant d'échapper à la pensée électronarcose, en voyant une personne manger du jambon, un poussin en train de suffoquer parmi les cadavres de ses congénères, en voyant quelqu'un pousser un chariot ressemblant à une machine à éclore. Je crois que ma décision d'adopter 2 rats dans un refuge a alors fonctionné comme un coup de pied qu'on donne au fond d'une piscine pour reprendre son souffle à la surface. En prenant soin de Lily et Molly, je me suis sentie moins impuissante. Le fait de veiller à ce que leur existence soit la plus agréable possible n'a évidemment rien changé au calvaire des milliards d'individus détenus dans les élevages. Vivre avec elles m'a néanmoins permis de récupérer un minimum de capacité d'agir. À leur côté, je n'avais ni à faire semblant d'aller bien, ni à me sentir coupable d'aller mal. Je me souviens d'une fin de journée où je travaillais chez moi sur la biographie de Rosette. J'avais passé en revue tous les matériaux dont j'avais besoin, à l'exception des vidéos d'enquête réalisées par L214. J'en ai visionné une, puis une autre, et ainsi de suite. Les nerfs à vif, j'ai fait une pause et je me suis dit que Vincent allait bientôt rentrer à la maison, que ça irait mieux en lui parlant. Je me suis remise au travail, mais j'ai dû m'arrêter, car je n'arrivais plus à encaisser ce que je voyais. Désolée, c'est hyper sexy. Quand Vincent est rentré, c'était la seule chose, quelques minutes plus tard, je n'arrivais plus à parler. Merci beaucoup. Merci. Je suis allée m'allonger dans mon lit, car c'était la seule chose dont j'étais capable. Très vite, je suis revenue au salon pour chercher Lily et la voir à mes côtés. Après avoir vagabondé sous la couette et m'avoir mordillé les chaussettes, elle s'est couchée contre moi en prenant la forme d'un petit croissant. Je ne sais pas vraiment comment le formuler, mais sa présence m'a permis de revenir à moi peu à peu. Une semaine plus tard, j'ai raconté ce moment particulier à une amie. Je me rappelle avoir beaucoup insisté sur le fait qu'en y réfléchissant bien, il est vraiment difficile d'aider quelqu'un à aller mieux, quelqu'une à aller mieux, et que Lily, cette toute petite personne, dont l'existence était jugée insignifiante pour la plupart des gens, était une experte en la matière. Lorsqu'elle est décédée, il m'a fallu du temps pour concevoir terminer ma thèse sans elle. Après avoir commencé à voir une psychologue 2 fois par semaine, il m'est vite apparu incompréhensible de ne pas avoir entamé cette démarche plus tôt. En repensant à l'année qui s'était écoulée, j'ai réalisé à quel point j'avais sombré peu à peu dans un état de désespoir, mais que celui-ci n'était pas inéluctable. C'est l'inquiétude d'une amie collègue qui m'a notamment insufflé l'élan dont j'avais besoin.
Si je n'étais pas encore au travail alors que la matinée était bien avancée, elle prenait de mes nouvelles. Un matin, je suis arrivée dans notre bureau et elle était déjà là. Elle m'a saluée et m'a demandé comment j'allais. Je me suis alors assise et j'ai fondu en larmes. Je ne sais plus exactement qui de nous deux a dit quoi, mais j'ai réalisé qu'il lui tenait à cœur que je me sente mieux. Le fait que mon bien-être compte pour elle m'a encouragée à ce qu'il compte pour moi. À de nombreuses reprises, les séances de thérapie m'ont permis de déverser le trop-plein d'émotions suscitées par l'écriture des biographies. Je pouvais raconter ce que j'avais vu sans craindre que ma thérapeute me réponde qu'elle n'avait pas envie d'entendre des horreurs. La thérapie n'étant pas non plus magique, il convient aussi de trouver des stratégies pour ne pas se laisser engloutir par les violences dont on peut être témoin plus ou moins directement. Pour ma part, les journées à jouer à des jeux de société et les gestes mécaniques nécessaires à la réalisation de broderies se sont pour le moment révélés être mes montagnes russes. Désolée, j'ai pas passé du coup. Donc du coup, à partir de cette expérience assez personnelle, j'aimerais discuter de plusieurs choses, à la fois en fait, du terreau spatial et temporel qui a été propice à l'émergence de ce type d'émotions, de la façon dont les normes temporelles et spatiales du milieu universitaire, elles ont pu les amplifier, et aussi réfléchir à des temporalités et des spatialités qui prennent mieux en compte ces émotions et qui soient plus propices aux soins. Avant ça, j'aimerais quand même revenir brièvement sur une définition de ce que j'entends par émotion, vu que j'arrête pas d'en parler. Donc, ce serait un état affectif occurrentiel, plus ou moins intense, provoqué dans une situation donnée par un objet ou un événement extérieur qui en constitue l'objet. Le sujet est touché, affecté à la première personne par le monde autrui avec lequel il est en relation dans cette situation. Et deux prémices aussi sur lesquelles je base ma réflexion plus générale. La première étant que les émotions, c'est des phénomènes physiologiques inéluctables. Et en fait, c'est juste dire, et là j'utilise les mots de Patrice Jones, que je traduis directement, c'est qu'on le veuille ou non, nos corps se servent des émotions pour provoquer des actions de notre part et diriger de notre part et diriger nos énergies. Vous n'avez pas le choix d'avoir des émotions ou non. Vous pouvez choisir de les ignorer et même réussir à ne pas les ressentir, mais elles existeront de toute manière dans votre corps. Donc, en gros, c'est juste dire que les émotions, elles font partie de nos vies, personnelles comme professionnelles, et qu'il y a sans doute des spécificités à chaque contexte professionnel qui influent sur les émotions qu'on ressent le plus couramment, et aussi la facilité avec laquelle on peut les assumer, mais que les émotions sont jamais absentes, et que ça vaut aussi pour les productrices de savoir. Une deuxième prémisse, c'est que les émotions, elles ont une valeur heuristique, et que, comme on n'a pas le choix en tant que chercheuse que de mener nos études avec nos émotions, aussi diverses soient-elles, elles occupent encore une place périphérique au sein des comptes rendus de recherche. C'est un objet peut-être pas très sérieux, même si ça commence à changer. Pourtant, les émotions, elles traversent, elles informent et elles produisent les tissus des expériences sociales et des vies vécues. Et puis, donc, du coup, on ne peut que enrichir nos réflexions si on réfléchit à la façon dont nos émotions, elles ont construit nos savoirs. C'est pertinent, du coup, de se demander comment les émotions, elles influencent l'élaboration des sujets d'études, nos interactions sociales, les réactions face aux matériaux qu'on consulte ou les rapports aux espaces et aux lieux étudiés. Pour ma part, depuis que j'ai écrit une partie des biographies, je n'ai jamais pu retourner dans un sanctuaire. Du coup, de quelle émotion il est question ? Principalement, en fait, de la tristesse, causée par la mort d'individus rencontrés durant le temps passé dans les sanctuaires, la question du deuil, en fait. Donc un sentiment de chagrin, et les plus aigus ont été occasionnés par les décès des individus qui m'étaient le plus chers. Il y a celui de Gargouille que je mentionne, qui était un petit bouc noir avec des taches blanches et puis des franges rousses. Et à ses heures perdues, il aimait bien chasser le dragon, c'est-à-dire qu'en fait, il tapait du sabot, on ne savait pas trop pourquoi. Et Sassy, qui est à droite, une chèvre malicieuse et aimante, qui, il faut bien l'avouer, et la photo le montre, elle ressemblait un peu à un extraterrestre, avec ses yeux globuleux et ses oreilles microscopiques. Les documents utiles à l'écriture des biographies, eux, c'était plutôt une tristesse qui s'apparente au désespoir et à l'impuissance. Il y a aussi la question de la culpabilité, de la honte, de la colère, mais je vais moins revenir sur ces émotions
dans la fin de la présentation. Donc, pour ce qui est des caractéristiques temporelles et spatiales qui ont créé un terreau assez fertile au développement de la tristesse, il y avait notamment l'effet d'enchaînement, c'est-à-dire que la succession rapide de décès, ça complique un deuil. Et à peine on essaye de digérer le décès d'un individu qu'on apprend qu'un autre est décédé. Et à un moment, je m'étais dit, le fait qu'ils meurent aussi vite, tous et toutes, ça peut être une donnée d'étude, enfin, c'est quelque chose d'intéressant, entre guillemets. Et je m'étais dit, je vais faire une liste, puis en fait, je n'ai pas réussi à la tenir à jour parce que ce n'était pas possible. L'enchaînement, en fait, aussi, c'est ça qui fait qu'à un moment, j'ai arrêté d'envoyer des messages de condoléances aux personnes dans les sanctuaires parce que j'arrivais plus à suivre émotionnellement. Et ces deuils, ils étaient aussi entravés par le calendrier de travail qui leur laissait pas de place, plutôt pas de temps. Et c'est pour ça que j'ai fini par faire comme si les décès n'existaient pas, ou alors plutôt comme s'ils ne me faisaient rien ressentir. Et du coup, ça ne m'a pas permis d'en faire le deuil. Il y avait aussi une imprévisibilité spatiale qui s'est couplée à l'imprévisibilité temporelle. C'est qu'en fait, apprendre la nouvelle d'un décès, ça pouvait arriver n'importe où, à mon bureau, à l'université, chez moi, dans les transports en commun. Et aussi, comme je travaillais parfois chez moi, avant même le Covid, les espaces où en fait je me sentais émotionnellement en sécurité, ils se sont réduits parce que tous étaient susceptibles d'être envahis par l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou alors le fait de se confronter à des matériaux violents. L'usage des réseaux sociaux aussi, ça fait que la question du proche et des lointains, elle est modifiée parce que Sassy, pour le coup, c'était à Gentle Barn aux États-Unis. Et en fait, son décès a été montré, il y avait un hommage, un chèvrage sur Facebook, et c'est comme ça qu'en fait j'en ai pris connaissance. Cette omniprésence et l'imprévisibilité spatiale et temporelle a été renforcée aussi par le moment où j'ai commencé à faire des cauchemars, où même le sommeil, c'était plus vraiment un espace-temps épargné. Et j'ai mentionné la question des flashs qui surgissaient parfois suite à quelque chose, de voir quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'exploitation animale, parfois. Maintenant, j'aimerais souligner comment les normes spatiales et temporelles du monde universitaire, elles peuvent servir d'engrais à ce climat émotionnel douloureux que peuvent vivre les chercheuses exposées directement ou non à des violences. Ça fait écho aux questions que pose Dana Cuomo, qui sont comment traiter le deuil lorsque nous manquons de distance par rapport au traumatisme, comment traiter le deuil lorsque nous nous sentons vulnérables ou épuisés. Et effectivement, les émotions, elles ont des géographies. C'est pour ça qu'il existe une géographie des émotions, d'ailleurs. Les émotions, elles peuvent être plus ou moins à leur place. En ce qui concerne le deuil, les lieux qui y sont dédiés, ils sont plutôt limités et variés. En général, ça reste circonscrit aux espaces qu'on associe aux obsèques. Et à moins d'un deuil collectivement partagé, comme par exemple les cérémonies commémoratives, c'est souvent confiné à la sphère privée. L'espace professionnel, il est socialement peu propice à l'effusion d'émotions, comme ça apparaît dans l'injonction à séparer la vie pro et la vie privée. Sur ce point-là, l'université ne déroge pas à la règle. Ces espaces sont plus favorablement perçus comme des lieux de savoir que comme des lieux d'épanchement émotionnel. Et à ce titre, c'est intéressant de mentionner que parfois, j'ai sciemment choisi d'aller travailler à mon bureau à l'université, de la porte ouverte, dans le but d'essayer de pas trop pleurer, lorsque je travaillais sur des matériaux sensibles. Et en fait, je comptais sur mon autocontrôle lié à ma socialisation aux normes de l'espace universitaire où la vulnérabilité n'a pas beaucoup droit de citer. Donc, exprimer volontairement ou non ces émotions au sein du contexte socio-spatial universitaire transgresse les normes qui sont en vigueur. Ça peut être coûteux, encore plus quand c'est une émotion jugée aussi intime que la tristesse liée au deuil. Ça peut être interprété comme un manque de professionnalisme que de pleurer en conférence. Comme l'intrusion non désirable de ce qui n'est pas censé regarder les collègues. Et pourtant, les émotions, elles disent quelque chose du processus de recherche, et peut-être que si leur apparition dans les espaces universitaires, elles étaient jugées moins déplacées, les chercheuses qui les ressentent sauraient mieux quoi en faire, quoi en dire, et que les témoins feraient moins mine de ne pas les avoir vus. Et je pense que c'est d'autant plus néfaste ce rejet des émotions du cadre universitaire pour les chercheuses qui font le deuil des victimes du spécisme,
Parce qu'en fait, à part peut-être les sanctuaires, il n'existe vraiment pas, ou alors, il en existe, mais très peu d'espaces où on peut se recueillir, en fait. Pour revenir, je vais peut-être couper sur la question des frictions temporelles. Je vais surtout insister sur le fait que, en fait, le deuil, son cadre temporel, il n'est pas linéaire. Il est fait plutôt d'ondulations, comme le disent Cathy Gillespie et Patricia Lopez. Le deuil se déplace dans et à travers le corps et nos propres géographies émotionnelles. Il va et vient, est enfoui dans un coin de notre cœur-esprit et réapparaît à nouveau, parfois au moment où nous nous attendons le moins. Et mon cadre universitaire, temporellement, il n'était pas hyper rigide, mais c'était quand même pas facile de mener de front processus de deuil et de recherche. Et il faut faire en fait une croix sur l'idée qu'il y a un moment où c'est bon, ça ira, on pourra retourner au travail sans plus jamais être ralenti par nos états émotionnels. Et le fait qu'il n'existe pas encore de pourcentage associé à la tâche faire son deuil dans le cahier des charges, ça pousse finalement à mettre ses émotions de côté pour répondre aux exigences des calendriers de recherche, ce qui est plutôt nocif. Oui, là, je suis... Oui, donc en fait, si les émotions sont plutôt mal accueillies au sein de l'espace universitaire, elles ne vont pas disparaître comme par magie. Et c'est donc utile de réfléchir aux manières de les ressentir sans que ça nous submerge, que ça nous paralyse ou que ça nous épuise. Et ça demande d'imaginer et de créer des types de temps et d'espace qui favorisent ces relations de soins. Car il y a quand même urgence à pouvoir employer son énergie à la lutte contre les rapports de domination et pas à taire ses émotions parce qu'elles nous feront du mal ou qu'elles dérangent les autres. De ce point de vue-là, d'un point de vue temporel, je dirais que justement, c'est de savoir que c'est fait d'oscillations, qu'il faut voir à la baisse ses ambitions pour éviter un perpétuel sentiment d'échec. Et moi, quand j'ai repris l'écriture des biographies, je me suis dit que j'allais maximum me faire 2 heures, 3 heures par jour, mais pas plus. Et aussi, je dirais que c'est de garder espoir dans le futur. Donc, c'est de voir que le futur est toujours un espace temporel accessible. Parce que la tristesse, le fait de rester accroché à sa tristesse pour pas quitter les individus qui sont morts, ça, en fait, ça peut entraver aussi le processus de deuil et créer une dépression. Et donc, c'est garder espoir dans le futur. Je montrerai peut-être cette citation. En fait, c'est une citation de Patrice Jones qui a cofondé Vine, où elle dit que même les poules qui arrivent en étant dans un état extrêmement difficile psychologiquement et physiquement, elles arrivent quand même à retrouver une joie de vivre. Et elle insiste quand même sur le fait que même si elles arrivent à retrouver une joie de vivre, à être intrépides, curieuses, elles restent quand même marquées par leur expérience. Donc c'est juste dire que c'est capable de à la fois souffrir d'expériences passées et de garder espoir dans le futur. Ouais. Pour ce qui est des spatialités, je vais passer le truc de l'espace thérapeutique, insister sur l'espace du lectorat, juste pour dire que pour moi, c'était important aussi de parler de la thérapie parce que ce serait dire, ça permet de la replacer dans un contexte collectif, de celui du manque de considération accordée aux chercheurs endeuillés et blessés. Et que pour moi, c'était à la fois malhonnête intellectuellement de ne pas en parler, puis je pensais que ça nuire aux intérêts de la communauté des chercheurs. Et pour terminer, j'aimerais juste parler des espaces de l'amitié que j'ai évoqués avec Lily, Molly, Albus, Rémus, que j'ai adopté entre 2017 et 2019. Et pour en fait avoir ces amitiés, ça a été effectivement un réel soutien. Et c'était aussi une façon de résister au fait que leurs vies ne sont pas dignes d'être pleurées et aussi que la thèse n'est pas le lieu où on pourrait s'exprimer émotionnellement. Et voilà, donc je dirais que finalement le deuil est politique, d'autant plus quand c'est le deuil d'individus dont les vies sont totalement déconsidérées et que c'est important du coup de politiser les deuils qu'on vit et pas simplement d'en faire une histoire individuelle. Et en ce sens-là, ce récit que j'ai essayé de lire, ça s'inscrit dans une politique du refus, le refus de se taire, le refus de souffrir seul, le refus de se voir pathologisé pour les émotions profondes
et un refus de prétendre que le travail que nous faisons ne nous change pas radicalement. Voilà. Et là, c'est Rosette, qui est le dernier individu des biographies qui était encore vivant, qui est décédé récemment. Donc, je voulais juste lui rendre un cochonnage. Voilà, merci beaucoup, désolée. Merci Claire. Je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous nous avez dit. Enfin, c'est vraiment important en fait. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir poser des questions pour l'instant. Ça sera réservé aussi aux tables rondes. Oui. On va devoir enchaîner malheureusement, mais vraiment, je tenais vraiment, non, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Merci beaucoup. Désolée pour le... Beaucoup de messages de soutien et de compétition dans le chat aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci.